Salut tout le monde, bienvenue donc sur ce nouveau numéro d'Éruption. Éruption, donc c'est le podcast de l'ETNA, l'école des technologies numériques avancées. Podcast donc qui a pour objectif de donner la parole aux acteurs pros de la tech pour qu'ils puissent nous donner un maximum de retours d'expérience et de tips justement pour les étudiants actuels et en devenir. Alors comme la dernière fois, c'est un peu spécial, on n'est pas au sein de l'école aujourd'hui, on est au sein d'un mastodonte du secteur de l'assurance. Logo rouge, vous avez peut-être deviné, on est chez Generali. Et donc on a le plaisir d'interroger aujourd'hui Mariam Takadoum, qui va nous expliquer son parcours, nous donner ses tips, ses retours d'expérience. Donc tout de suite, on accueille Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Wilfried. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu nous voir chez Generali. Bienvenue. Eh bien, avec plaisir. Est-ce que vous êtes déjà un petit peu prêté à ce jeu de podcast ou pas? Alors, c'est la première fois. C'est ma première fois. Pourtant, des podcasts, j'en écoute tous les jours. Ok, qu'est-ce que vous écoutez? Alors, j'écoute Légende, j'aime bien. Ouais, pareil. Ouais. Bah, effectivement, c'est un peu le concept. On n'est pas allé chercher très loin, c'est de pouvoir instaurer une discussion, un échange au travers de sujets, on va dire, formels, qui est le monde professionnel, bien évidemment, mais le faire de la manière la plus informelle possible, en tout cas le plus cool possible. Donc très simplement, ça va être de revenir sur votre parcours, justement, essentiellement, et d'avoir votre avis sur plein de choses, et peut-être de connaître justement des expériences, des anecdotes de vie qui vont permettre de pouvoir donner des exemples très concrets aux étudiants. Alors, je pense qu'on vous l'a fait très régulièrement. C'est plus aussi récurrent aujourd'hui, mais il faut le noter, il faut enfoncer le clou. Vous êtes une femme dans la tech avec un poste à responsabilité. Qu'est-ce que vous avez comme avis, on va dire, là-dessus aujourd'hui? Alors, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que je faisais partie des 5% de femmes leaders de population technique. Aujourd'hui, je lead un département de software engineer, donc de développeuses et développeurs. Et il se trouve que les femmes qui sont à la tête de départements comme ça, de population technique dans la tech, dans l'IT, on est 5%. Voilà, donc, moi, j'étais un peu étonnée, mais pas vraiment, parce qu'effectivement, en réfléchissant, je me rappelle qu'en général, quand j'ai commencé dans le monde du travail, j'étais très souvent la seule fille dans l'open space. Quand je parle d'open space, c'est tout l'étage. Il se trouve aussi que c'est une situation aujourd'hui en France qui n'est pas la même dans d'autres pays. Donc, étant née et grandi au Maroc, là-bas, en école d'ingénieur, on était peut-être 50% de filles. Et puis, quand je suis arrivée en France pour faire ma 3e année d'école d'ingénieur, et là, on était 3. Et plutôt 2 venues d'ailleurs. Donc, j'avais déjà fait la blague de « Ils sont où les filles? Vous les avez mangées ?» Puis dans le monde de l'entreprise, je me rends compte que c'est encore plus compliqué, parce que même sortie d'école, des fois les filles elles vont faire autre chose. Et puis moi, sortie d'école, j'ai postulé en tant que développeuse, donc j'ai appris à développer. Et là, pour le coup, très peu de femmes. Donc oui, il y a un réel sujet en France autour du métier, des métiers tech en général, et puis particulièrement au niveau du management et de management de population technique, parce que déjà il n'y a pas assez de vivier, donc pour que ce vivier donne des managers et des leaders, et du coup il y a encore moins de vivier, on va dire, parmi les femmes pour arriver à ces postes-là. Alors on va revenir justement sur le passé par rapport à votre parcours. Après avoir un petit peu fouiné, moi j'ai vu donc, que vous étiez plutôt d'un parcours académique assez matheux. Derrière, vous avez fait donc Orange, Capgemini, AXA, et donc là aujourd'hui Generali. Ce qui va être intéressant, c'est un petit peu de savoir quels ont été les tremplins sur chacune de ces expériences-là. Vous êtes donc très matheux. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut être matheux, ou alors c'est un sacré avantage de l'être pour être bon dans la tech? Alors je dirais que c'est un sacré avantage de l'être pour pouvoir s'orienter vers un parcours qui mène à la tech. Parce que les parcours académiques tels qu'ils sont conçus
pour moi au Maroc avant d'arriver en France, et même en France, parce que c'est très similaire, sont basées pour, en tout cas les écoles d'ingénieurs, et c'est les écoles d'ingénieurs qui fournissent à la tech les différentes populations sur les différents profils tech. Ça nécessite d'être bon en maths. C'est des parcours plutôt mathématiques. Dans les métiers de la tech, ce que j'ai constaté personnellement, en ayant vu d'autres personnes qui ont d'autres parcours littéraires, puis qui sont orientés dans la tech, que finalement ce n'est pas indispensable. D'accord. Ouais. Les études effectuées, à partir de quel moment vous vous êtes dit justement que la tech, ça allait être votre avenir professionnel? Alors, je n'ai jamais eu en tête la tech comme quand j'étais enfant, je rêvais d'être pilote. Ok, Pilote de d'avion, ligne, ouais, de ligne, ouais. de ligne, parce que j'avais un rôle modèle dans ma famille, etc. Et donc, arrivé à l'école d'ingénieur, au prépa avant l'école d'ingénieur, donc j'ai fait une prépa maths sup, maths spé. Ouais. Là, il y a des classements, et puis en fait, on est un peu orienté par les tendances que tout le monde. Enfin, et je voulais avoir un peu en tout cas, je m'orientais vers les parcours ou les écoles un peu les plus sélectives. C'était pour moi une sorte de challenge. D'excellence. Voilà. Ok. Et donc, j'ai plutôt choisi l'école. Je n'avais pas en tête l'informatique ou le génie logiciel. J'ai choisi l'école avant de choisir la filière. Donc, on peut dire que je suis quand même arrivée un peu dans la tech un peu par hasard ou pas spécialement en ayant en tête ça depuis le début, où on a une orientation depuis le lycée, etc. Donc c'est un peu, voilà. Arrivé là, donc moi je commence à découvrir l'informatique, je commence à découvrir le code, et là je trouve le code passionnant. Pourquoi? Alors, faire du code, c'est déjà quelque chose qui demande de la collaboration. Alors l'image du codeur dans la cave, tout ça, qu'on a beaucoup vu dans les films, etc., ce n'est pas du tout la réalité de ce qui se passe réellement. Faire du code, c'est de l'ingénierie. C'est réfléchir, avoir des problèmes et réfléchir à des solutions. Ça demande une créativité. Ce que j'ai apprécié aussi énormément dans le code, c'est le côté instantané. On peut voir le résultat de ce qu'on a mis en place très rapidement et puis l'améliorer au fur et à mesure. Et ça, c'est plutôt passionnant. Et puis le côté aussi challenge intellectuel. Un peu comme les maths, donc on réfléchit, on teste, et puis ça marche pas, et puis voilà, donc il y a un mécanisme, et la satisfaction de trouver la solution aussi, et quand ça marche, je pense que tous les développeurs ou ceux qui font du code vont se reconnaître. Ouais. Cette satisfaction, elle est voilà, absolue. Alors la première expérience professionnelle, ou en tout cas la première expérience professionnelle majeure, c'est chez Orange. Oui. Comment ça se passe donc déjà pour trouver cette expérience-là? Comment Ouais. vous vous y prenez? Alors, c'était un forum organisé dans l'école d'ingénieur dans laquelle j'étudiais. Donc avec différentes entreprises qui avaient des stands, et donc j'avais mon CV papier sur moi. Donc maintenant on a des QR codes, enfin c'est plus pareil, Ouais. tout est digitalisé. J'avais mon CV papier et je passais de stand en stand, je me présentais, puis les personnes aussi présentaient les opportunités. Et là, il faut se démarquer. Et là, il faut se démarquer, il faut s'intéresser, il faut se renseigner sur les entreprises avant. En fait, il faut que le recruteur, ça c'est un conseil que je donne aux étudiants, il faut que le recruteur vous retienne. Comment vous y prenez? C'est quoi votre tips vous à ce moment-là? Alors, je me renseigne sur l'entreprise. Ok. Et quand je discute, je dis, vous faites ça et j'ai vu que vous fassiez. Et ça permet de se démarquer. Donc en termes d'actualité, pas simplement un site internet. Si, sur le site internet, en termes d'actualité, ce qu'ils font sur la technologie en particulier, les différentes technologies. Et ça vous permet de vous démarquer. Et souvent, les recruteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent plein de CV papier, mais ils mettent une petite. Vous vous rendiez compte quand même que vous étiez. C'est un type qui est quand même assez connu et reconnu, celui-ci. Mais pourtant, vous étiez peut-être pas la seule, mais une des seules à le faire, ça, pour de vrai. Je ne sais pas. Non, même pas. Si j'étais la seule
à Vous me ne voyez pas renseigner. autour de vous, effectivement, pendant ce forum-là, Je n'ai d'autres étudiants qui faisaient comme vous? Alors, je n'ai pas fait attention. C'était des discussions libres et puis dans le groupe, enfin, ça passait, ça défilait. Moi, j'étais très concentrée sur mon objectif. D'accord. Donc, j'avais bien retenu l'attention. Plusieurs entreprises m'avaient contacté, dont Orange. Ok. Alors, à l'époque, c'était encore France Télécom. Ouais. En fait, c'est passé officiellement Orange pendant mon stage de fin d'études. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors? Alors, j'intègre Orange et je travaille sur un sujet passionnant, sur une application mobile, Android, pilotée par la voix en langage naturel. Alors, je reviens un tout petit peu, je vous coupe, mais lorsque vous arrivez chez Orange, Ouais. par rapport et vis-à-vis de vos cours, Mm. c'est des cours qui sont, on va dire, très généralistes à ce moment-là d'un point de vue code. Ouais. Chez Orange, la dénomination du poste que vous prenez, c'est quoi? Développeuse. Sur une stack en Stagiaire, particulier, développeuse, sur oui, un tout à fait, sur de environnement full l'Android. stack, back, front? Android, Android. voilà. Ok. Donc j'arrive, j'ai quand même une petite équipe constituée d'un alternant et moi-même. Ok. On était sur un prototype, d'accord? Donc il n'y avait pas une équipe structurée dans le cadre d'un projet, on va dire un projet de l'entreprise, budgété, voilà, avec des deadlines, etc. On était plus sur une construction de prototype, un peu comme un laboratoire. Ok, d'accord. Donc là, je découvre le monde de l'entreprise aussi. Alors, j'avais déjà fait des stages, mais voilà, c'est différent, dans un autre pays. Voilà. Et donc, j'étais avec des collègues qui étaient plus expérimentés, qui travaillaient sur autre chose, mais qui aidaient aussi, enfin, qui nous ont encadrés avec cet alternant. Un responsable, un maître de stage exceptionnel, il va se reconnaître. Et donc, on a travaillé sur cette application pilotée par la voix. À l'époque, il n'y avait pas encore vraiment Siri, tous ces assistants, donc c'était assez innovant. Et Orange avait développé leur propre moteur d'analyse sémantique pour faire l'analyse voilà, du langage naturel. On utilisait quand même le moteur de reconnaissance vocale de Google, mais après l'analyse sémantique, c'était une suite de logiciels développés par Orange. Par eux-mêmes? Oui, tout à fait. Ok, outil maison quoi. Outil maison qui était très bien. Et puis on avait fait carrément des présentations du prototype à la fin, aux différents responsables, etc. Et c'était plutôt assez... J'en garde un très bon souvenir en tout cas. Un très bon souvenir. Et donc justement, cette expérience-là, elle vous fait très vite oublier, on va dire, le côté justement pilote d'avion de ligne. Enfin, en tout cas, ça justifie votre choix de départ de partir sur l'informatique, quoi. Comment se passe le tremplin vis-à-vis de vos études et l'entrée sur le marché du travail? Oui. Alors déjà, pendant le stage, un point très important, c'est que dans ce domaine de la tech, il faut beaucoup aussi s'auto-former. C'est-à-dire qu'on peut apprendre de ses cours, ce n'est jamais assez. C'est un domaine quand même qui a l'avantage de permettre de se renseigner, d'avoir toute l'information sur Internet et qui ne demande pas de matériel spécifique. Ce n'est pas comme de l'ingénierie mécanique ou d'électronique où il faut avoir du matériel, etc. pour faire ses tests. Là, on a besoin d'un PC et il y a tout sur Internet. Il faut faire l'effort de s'auto-former, d'aller faire de la veille, d'aller suivre des tutos, d'acheter des livres, voilà, d'investir dans sa formation, d'investir. Il ne faut pas s'arrêter à la formation donnée à l'école. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut il faut oser. Il faut oser s'appuyer sur les experts autour de soi. Les développeurs ou les gens de la tech en général apprennent les uns des autres. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça que les personnes progressent, y compris les personnes expérimentées continuent à progresser avec les jeunes juniors qui leur apportent beaucoup aussi. Donc en fait, il faut oser dire je ne sais pas, montre-moi, explique-moi. Moi, je relisais le code de mes collègues la nuit, un petit peu, quand même, pendant mon stage. Ah oui. Et je venais le lendemain avec des questions. Pourquoi tu as fait ça? Ça, j'ai pas compris. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, donc voilà, donc la fin du stage, comment j'intègre le domaine professionnel. Il y avait des soirées recrutement, souvent organisées dans les entreprises. Donc, je les ai toutes faites presque, chez les différentes sociétés de services. Et puis, j'avais quelques choix et j'ai choisi d'intégrer Capgemini après avoir passé un process de recrutement avec eux, suite à la soirée. Donc justement, avant d'en arriver justement à la marche Capgemini,
on est sur donc, toutes vos études. Moi, j'en retiens effectivement quand même une sacrée rigueur. En tout cas, ça se dégage pas mal vis-à-vis de votre caractère. Il y a ce côté d'aller, le fait d'oser, d'aller chercher l'information. La curiosité. Je pense que c'est très important à faire pour de vrai à chacun des étudiants qui nous écoutent. Est-ce que donc vis-à-vis de toutes ces expériences académiques et professionnelles réalisées dans votre parcours académique, il y a certaines compétences techniques qui ont été essentielles à votre progression? Alors sur le parcours jusqu'au stage, vous voulez dire à la fin du Stage et cours compris, est-ce que au Des travers compétences techniques? voilà, Ouais, effectivement, au ouais, travers de la technique que vous avez pu ouais. acquérir, Oui, est-ce qu'il y a oui, 2, 3 compétences clés qui ont oui. fait la femme que vous êtes aujourd'hui, quoi? Alors les compétences, Ou le parcours en tout cas les qui co a été suivi sur je Cap? ne parlerai pas de compétences techniques parce que dans ce domaine, les technologies évoluent tellement vite qu'acquérir une compétence dans une technologie peut ne plus te servir dans 5 ans parce que cette technologie, elle n'est plus du tout d'actualité, faut passer à autre chose. Donc je ne parlerai pas trop de compétences techniques liées vraiment à la technologie, même si bien entendu, voilà, j'avais choisi d'évoluer dans le monde du Java, donc le Java nécessite d'appréhender tout l'écosystème Java avec les frameworks, etc. Mais je pense que dans ce métier-là, ce qui est important, indispensable, c'est plutôt les soft skills. Aujourd'hui même, en tant que recruteuse, je mets la posture au même niveau que l'expertise technique en termes de conditions, on va dire, en termes voilà, pour recruter un candidat. Ok. La posture, quand je parle de la posture d'apprentissage, parce que c'est clairement un domaine où recruter quelqu'un pour l'expertise donnée aujourd'hui à cet instant T, c'est pas la bonne chose à faire parce que peut-être que dans 2 ans, on va passer sur une autre technologie. Ouais. Donc c'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui est prêt, qui est prêt à apprendre, à changer d'écosystème technologique, à évoluer dans la technologie, et quelqu'un qui a voilà, cette curiosité, etc. Donc, C'est ce que vous répercutez donc justement lorsque vous arrivez au travers de vos entretiens devant Capgemini. tout à fait, j'explique qu'en fait je suis. Alors on me demande est-ce que je suis fermée à faire des je dis que là je suis à un stade où je peux je peux tout explorer. Donc D'accord. je suis ouverte à travailler sur différents projets, même des projets en parallèle, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs chez Capgemini. Sur différents projets, je suis intervenue un peu différentes technologies et ça m'a permis d'apprendre énormément. Il y a une anecdote qui vous a marqué chez Capgemini ou pas? Une anecdote. Une expérience particulière? Ouais, j'ai retrouvé, alors, est-ce que c'est une anecdote? Je ne sais pas, mais en tout cas, le premier projet sur lequel je suis intervenue, c'est un projet où finalement, alors ça fait partie des rares projets, c'est le seul, où j'ai vraiment fait appel à mes connaissances en mathématiques. Ah oui, donc voilà. Alors alors pas pour coder, mais parce que justement, on travaillait sur un sujet d'optimisation de tournée de camions entre des N.A et pour arriver à N.B. Quels étaient les parcours les plus optimisés en temps, et ça c'est du coup un système linéaire, enfin, c'est des mathématiques, il fallait coder, puis voilà. Et c'était effectivement la seule fois où j'avais retrouvé les maths dans le monde, dans le monde professionnel, mais c'était assez rassurant, c'est quelque chose que je connaissais, donc j'ai pu m'appuyer sur ça pour après continuer à me développer dans le code. Qu'est-ce qui vous a amené donc jusqu'à l'assurance? Ce qui m'a amené à l'assurance, c'est plutôt un changement géographique. Ok. Donc avant, j'étais dans le sud de la France. Avec mon mari, on décide de partir en Île-de-France. Et donc, voilà, je reçois des messages sur LinkedIn de la part d'AXA qui recherchent. On vous chasse? On me chasse, effectivement. Ok. Voilà. Donc j'arrive chez AXA. Je n'avais pas choisi forcément le domaine de l'assurance. En fait, dans la tech, on a cet avantage de pouvoir être présent partout. Donc on n'est pas du tout limité à un domaine d'activité, on peut explorer. On peut être dans l'assurance, demain
on peut être dans la distribution, j'étais chez un opérateur. Alors bien sûr, les aspects fonctionnels qu'on découvre après autour du métier lui-même, et ce que j'ai aimé dans l'assurance. L'assurance, ce n'est pas quelque chose, on se dit à l'école, je veux travailler chez un assureur. En général, les étudiants ne savent même pas ce que c'est que l'assurance avant d'avoir leur première voiture ou leur premier appartement. Mais quand on découvre l'assurance et ce qu'un assureur fait dans la protection des gens et de leurs biens, là, on adhère au projet, là, on se dit qu'on s'inscrit dans quelque chose d'assez... Et pour quelle raison AXA vient vous voir, vient vous parler, vient vous dire viens, on se rencontre, on a un poste à te proposer? Alors, AXA recrutait pour son centre en Web Center à Lille. AXA avait une orientation d'internalisation des compétences et donc recrutait en masse des développeurs et développeuses. Alors moi, j'avais un projet plutôt de m'installer en Île-de-France que j'avais précisé. Et ça, c'est un point important parce que quand j'ai reçu le message, je me suis dit, mais je réponds ou je ne réponds pas? Est-ce que ça se fait de répondre que je ne suis pas intéressée par Lille, mais plutôt par Paris? Donc au début, j'allais juste répondre, non, je suis désolée, je ne suis pas intéressée. Après, je me suis dit, bon, je vais répondre, je ne suis pas intéressée par Lille, mais je suis intéressée par l'Île-de-France si vous avez une opportunité à me proposer en Île-de-France. Et ça a marché, parce que la personne m'a dit, bah, effectivement, on recrute aussi en Île-de-France. Je vais vous transmettre à ma collègue qui s'occupe des recrutements en Île-de-France. Alors à ce moment-là, comment ça se passe? Alors, donc je passe des entretiens. Je passe un premier entretien avec un manager et le responsable du département. Donc j'arrive à l'entretien, ça s'est plutôt très bien passé. J'ai expliqué ce que je faisais. J'ai même osé aller au tableau et faire des schémas. D'accord. Voilà. Donc vous êtes levé en plein entretien oui, et dire, j'ai OK, dit je peux vous expliquer plus en détail et j'ai fait des schémas au tableau pour expliquer un peu l'architecture de ce que je faisais. Et puis voilà, on me l'a dit à la fin de l'entretien, on m'a dit que c'était OK. C'était OK. Fin de l'entretien, ouais. À ce moment-là, qu'est-ce qui les intéresse, on va dire, techniquement parlant, sur vos compétences? Sur quoi ils vous ont dit que c'est sur quelle app ou sur quel sujet vous alliez travailler de par vos compétences techniques? Oui. Alors c'était surtout que chez Capgemini, ma dernière mission, c'était chez un grand acteur bancaire où j'avais travaillé sur un système complexe, un système bancaire. Et là, il y a des sujets autour de ce qu'on appelle l'architecture SOA, avec les API, avec des web services, avec des composants de proxification, des gateways. Et ces notions-là, un peu d'architecture globale, eh ben, c'était les mêmes qu'AXA, en tout cas dans les équipes que j'ai intégrées. C'est un poste à responsabilité, vous prenez à ce moment-là? Non, j'arrive en tant que développeuse. D'accord. Oui, donc de web service à l'époque. Donc maintenant, on parle plus d'API parce qu'on est passé sur le protocole, enfin sur du REST. Mais c'était un poste de développeuse. OK. Les débuts, comment ça se passe? Alors, point important, j'aimerais raconter quand même, c'est que j'ai fait un entretien directeur par la suite. Alors, l'entretien était très drôle. Directeur qui se reconnaîtra aussi s'il regarde cette vidéo. Alors, il jouait un jeu pendant l'entretien. Il ne te regardait pas. Il était sur son poste. Et puis, il posait les questions l'une après l'autre. Ça peut être très déstabilisant. OK. Donc ça aussi, restez naturel. Continue. Alors moi, je continue à parler, puis je parle beaucoup. Vous jouez le jeu? Je joue le jeu, voilà. Et puis, à un moment donné, il y avait la pieuvre, du coup, au milieu de la salle qui clignotait. Et il n'arrêtait pas d'appuyer dessus. Donc, j'ai ce réflexe de lui dire, non, mais en fait, ça repère les bons candidats. Donc, je lui fais une blague, en fait. Et ça a permis totalement de détendre. Alors, il a rigolé. Du coup, il n'était plus dans son jeu de... Voilà. De je te parle pas, tu m'intéresses pas, et en même temps si, mais bon... Et ça a détendu, ça m'a détendu. Okay. Et en fait, voilà, mon conseil, c'est juste, soyez naturel. Alors, si vous n'êtes pas du genre à faire une blague, vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas. Blague en entretien, le fait de se lever, sortez du cadre, quoi, vous. Hein. Alors, ce que j'ai envie... Là, mon conseil, c'est pas de dire à tout le monde, faites ça, faites les blagues, levez-vous. Non, en fait, juste... Soyez naturel. Parce que ça, en fait, le fait de se lever, le fait de faire une blague, ça, c'est ma nature. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit l'appliquer, tout le monde doit le faire, mais
ce que tout le monde doit faire, c'est de rester naturel. Ouais. Voilà. Rester naturel, authentique, spontané. Ça, c'est très apprécié pendant les entretiens. Euh, donc, et suite à cet entretien-là, donc ça s'est bien déroulé, donc j'ai répondu à ces questions, etc. Et après ça, la RH qui s'occupait du coup de tout mon process m'avait dit, m'a rapporté finalement un feedback qu'il lui a fait. Et il lui a dit, je sens un potentiel d'évolution important. Et moi, il me dit ça, et dans ma tête, à ce moment-là, à aucun moment, je n'imaginais m'orienter ou être capable de m'orienter dans le management. Pourtant, cette phrase-là, elle est restée dans un coin de ma tête. Toujours. Parce que c'était quand même quelqu'un de brillant, pour qui j'avais beaucoup d'estime. C'est un directeur voilà, très, très, très respecté. En quelque sorte, je me disais, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a vu quelque chose, même si aujourd'hui, moi, je n'ai pas assez confiance en moi, peut-être pour me dire que je pourrais être manager. Mais du coup, ce que je retiens de cette expérience, ce que je fais aujourd'hui, les feedbacks, c'est très important. Les feedbacks peuvent orienter une personne. Donc, demandez du feedback en tant qu'étudiant à vos maîtres de stage, aux personnes avec lesquelles vous travaillez, et puis voilà, aux personnes qui encadrent des gens, faites-leur des feedbacks. Rapidement, comment justement ce parcours chez AXA se fait en termes d'évolution? Alors, j'arrive en tant que développeuse. Dans une équipe, super ambiance, d'entraide, tout ce que j'adore, tout ce que j'aime en fait dans ce métier-là. Et puis il y a eu une volonté de créer un rôle de tech lead. Donc tech lead, c'est un peu le référent de l'équipe technique. Celui qui va participer au recrutement de personnes aussi avec le manager, qui va globalement former aussi l'équipe techniquement, qui va être le référent technique. Là, j'avais fait 2 ans déjà. J'avais un peu cette posture naturellement, finalement. Donc, je prenais un peu plus le lead, le drive sur les sujets. Je commençais à être plus... à maîtriser un petit peu, à aider mes collègues, à former les nouveaux, etc. J'avais pris un peu ce rôle de tech lead. Moi, je dis toujours que le tech lead n'est jamais élu par le manager, il est d'abord élu par l'équipe. C'est celui vers qui tout le monde se tourne naturellement quand il a besoin d'aide technique. Et vous avez senti, vous l'avez pris naturellement ce rôle-là, et vous avez senti... Sans viser vraiment un rôle ou un poste. C'était juste ma posture, ma capacité de pédagogie et aussi voilà, le fait que finalement j'arrivais à maîtriser certaines choses et que ça a aidé mes collègues à... Pas forcément opportuniste, quoi. Il n'y avait pas un élan d'opportunisme chez vous très fort, non. Plutôt la volonté de bien faire les choses non. Et de faire des choses plus grandes que vous, quoi. Non, c'était plus fort que moi. J'aimais bien communiquer, j'ai trouvé une bonne chose, une bonne façon de faire ça. Je communiquais, je partageais l'information. C'est la passion. Exactement, c'est la passion. C'est le partage de l'expertise. Le partage de l'expertise, c'est quelque chose de très important dans ce domaine-là. Vous avez croisé des gens opportunistes autour de vous ou pas? Des gens opportunistes, ça veut dire qui vont les dents aller... qui rayent le parquet. Sur eux? Pour leur poste, pour leur carrière. Oui, il y en a. Qui voulaient votre place? Non. Pas tellement? Alors, non, en fait, on les citera pas. Non, c'est pas ça. En fait, c'est que je n'y réfléchis même pas. Je ne fais pas attention. Ok. Ouais. Je ne fais pas attention, comme en général, je ne fais pas attention à des propos qui peuvent être sexistes, etc. En fait, si vous me demandez aujourd'hui si on m'a déjà challengé du fait d'être une... En fait, aucune idée. C'est plus la question de... Moi, on ressent chez vous, et je pense qu'on en reviendra, et ça explique aujourd'hui pourquoi vous en êtes là, à ce poste-là, à responsabilité chez Generali. Mais est-ce que la question, c'était vraiment autour de vous? Est-ce que, mais je l'entends, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas forcément regardé, vous n'avez pas voulu peut-être le voir, qu'il y a des gens qui se lèvent le matin en étant bons certainement, mais veulent ce poste et pour avoir ce poste peuvent avoir un caractère opportuniste et peuvent faire des choses non pas par passion mais par opportunisme. Alors non, moi j'en ai pas vraiment vu autour de moi. De toute manière, dans ce domaine-là, et ce que j'ai toujours apprécié, c'est la compétence qui prime. Il y a une histoire de légitimité prouvée en quelque sorte.
Il n'y a pas de... un imposteur ne peut pas naviguer dans un monde technologique très concret, en fait. C'est très concret, particulièrement dans le code. Et à ce moment-là de votre vie, Ouais. d'un point de vue tech, Ouais. vous en êtes où en termes de compétences? Vous vous êtes Alors là, spécialisé à ce moment-là ou oui, là, pas? je suis plutôt spécialisée sur du back, parce qu'il y a toujours voilà, le front et le back. Ouais. Moi, j'étais plutôt sur le back, plutôt autour d'écosystème Java. Ça c'était... parce que, moi, je me suis concentrée sur ça. L'équipe dans laquelle j'étais arrivée chez AXA, voilà, on était sur ce périmètre-là. Je n'étais pas spécialement très intéressée par le front. Ok. Peut-être que c'est lié aussi à... Ah, tiens, l'anecdote pendant le... Ouais. On m'a toujours dit que je faisais des interfaces moches. Ça aide pas pour le front. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'UX designer, ce n'était pas un vrai métier. Ouais. Le développeur, il faisait ses interfaces et il faisait son back. Donc moi, je n'étais pas douée pour mettre les boutons, pour faire joli, avec les bonnes couleurs et tout. C'était moche. Moi, je le reconnaissais que c'était moche. Donc moi, ce que j'avais dit, ok, occupez-vous du front, moi je m'occupe du back, c'est bon, lâchez-moi avec le, Et c'est comme ça que vous avec le êtes, coloriage là, avec le c'est jeu comme de ça que vous fond. êtes tombé dans le bac pour de C'est- bon, quoi. ouais, exactement. Et puis j'ai beaucoup aimé les problématiques du back qui sont beaucoup liées à des aspects de performance, des Ok. aspects sécurité. C'est beaucoup plus proche des serveurs et des problématiques de base de données, des choses comme ça, que des problématiques front qui sont très très bonnes et très complexes aussi, intéressantes. En tout cas, moi, ça m'intéressait pas. J'étais plus intéressée par le back. C'est le bac qui vous amène à manager? Alors non, pas spécialement. Alors ce qui m'amène à manager, alors je prends ce rôle de tech lead, je le pratique. En tant que tech lead, on a une sorte de, on encadre l'équipe techniquement. Ouais. Donc en quelque sorte, on prend un peu plus de hauteur. Ça m'a amené aussi à backuper mon manager, parce qu'en tant que tech lead de l'équipe, je suis un peu binôme de mon manager, en quelque sorte, on devient un peu binôme, lui sur le management de l'équipe, moi sur en encadrement technique de l'équipe. Donc on faisait des entretiens ensemble, il était en congé, je le backupais à l'entretien, aux réunions, on va dire, de département, avec ses pairs, managers et le responsable. Donc voilà, donc je commençais, j'étais connue du coup du responsable de département. Et là, il y a mon manager qui décide de faire une mobilité en interne. D'accord. Voilà, on en parle. Je lui dis que le poste m'intéresse. Il est sponsor et je vais voir directement mon N+2 de l'époque, donc responsable de département, et je lui dis je postule à ce poste. Voilà, vu que voilà, la personne, mon manager, va faire une mobilité, moi je postule pour ce poste. Donc voilà, on a un échange, pourquoi, etc. Il essaie de questionner mes motivations. Et donc j'obtiens ce poste. Et c'est important de le dire aussi pour peut-être toutes les étudiantes qui nous regardent. Ouais. C'est qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de 5 mois. Et Hyper c'était intéressant. déclaré, c'est-à-dire que mon responsable, il le savait. Ouais. Et j'ai quand même obtenu le poste. Voilà. Et j'ai travaillé sur mon plan de backup avec D'accord. lui, Ok. qui va remplacer. On a dispatché un peu mon périmètre sur d'autres managers que j'avais identifiés, avec lesquels j'avais échangé. Voilà, j'ai sélectionné le futur tech lead qui allait remplacer sur ce rôle-là, et on a construit avec lui ce qui allait se passer pendant mon absence. Ok, sacrée anecdote. Ouais. Et là, justement, la personne qui va vous backuper à ce moment-là, c'est quelqu'un donc qui est complètement au courant que vous allez revenir, Oui. qui est OK avec ça. C'est quelqu'un qui continue à travailler dans vos équipes suite à votre retour? La personne qui me backup en tant que manager, sur le rôle de manager, on va dire sur les aspects administratifs et aussi un peu pour animer l'équipe pendant mon absence, c'est un autre manager qui était un collègue et qui a juste repris mon périmètre en plus du sien, enfin une partie de mon périmètre. J'ai un peu découpé sur plusieurs managers. Mais le tech lead qui a pris le rôle de tech lead que j'avais, parce que moi, quand je suis passée de tech lead à manager, c'est un rôle de tech lead, voilà, il y avait un poste de tech lead ouvert. Donc j'ai sélectionné et identifié quelqu'un qui était dans les équipes, un développeur qui a pris ce rôle-là. C'était pour lui une évolution aussi. Et lui, donc il a continué à encadrer l'équipe techniquement. Donc lui, techniquement, avec l'aide des managers qui avaient repris un peu la partie un peu administrative et puis managériale particulière, ils ont un peu drivé l'équipe pendant mon absence. Vous managez jusqu'à combien de personnes chez AXA?
Alors, à cette époque-là, j'avais une équipe de 7 personnes. À mon retour de congé maternité, on est monté à 14 personnes, D'accord. avec les besoins qui, voilà, qui augmentent. De toute façon, les besoins dans la tech, ils ne font que, on ne fait que recruter, en général. En général, on ne fait que recruter, que agrandir les équipes. Mhm. Et donc, je manage cette équipe-là pendant 2 ans. Vous recrutez des alternants ou pas? Oui, j'en ai même eu qu'on a internalisé, parce que l'objectif aussi, c'est de se projeter, d'avoir des alternants et puis de les recruter Mhm. derrière. Donc oui, j'ai eu des alternants. Qu'est-ce que vous attendez d'un alternant? Ce que j'attends d'un alternant, c'est d'abord ce que j'ai dit tout à l'heure, être ouvert à l'apprentissage. Ça, c'est-à-dire que quand je fais des entretiens, quand je faisais des entretiens avec des alternants, je ne questionnais pas beaucoup. Alors bien sûr, c'est pour comprendre un petit peu les projets qu'ils ont fait, etc. Mais combien même il aurait travaillé sur une technologie qui n'a rien à voir avec la technologie avec laquelle on travaille, je peux quand même le prendre si je considère qu'il a la posture d'apprentissage. Il est testé techniquement, l'alternant, Oui, en process chez oui, en Generali? général. Ouais, ouais. Ok. Oui, il y a un test plutôt simple qui, voilà, qui a pour objectif de plus tester la capacité de réflexion, un peu, pas vraiment les connaissances théoriques, mais vraiment essayer de comprendre comment la personne réfléchit pour résoudre le problème globalement, Ouais, bien sûr. pour trouver sa solution. Donc voilà comment ça se passe. Un alternant, il a plusieurs, on va dire qu'il a plusieurs phases dans sa vie d'étudiant. Ouais, Il a ses premières années, ouais. il va avoir son milieu de cursus Mhm. avec une dénomination bachelor et puis Mhm. une fin de cursus avec une dénomination master. Ouais. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise, on va dire, va soit sur un profil plutôt expérimenté ou Mhm. alors Mhm. plutôt très 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 junior. Mhm. Euh, mais on va dire que il y a toujours un peu le fait d'être deux chaises sur les compétences associées. Mhm. Et parfois, on tombe sur beaucoup de sociétés. Alors, sur Mhm. beaucoup de sociétés, je me mets à la place des étudiants, mais pour qui, en fait, on a l'impression qu'ils demandent le mouton à 5 pattes. Mhm. Comment, aujourd'hui, vous vous Mhm. positionneriez comme conseil Mhm. auprès des étudiants, je dirais d'abord d'un point de vue junior, parce Mhm. qu'il y a ces métiers de développeur, mais dans la tech, il n'y a pas que le dev. Mhm. Donc, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui n'arrive pas à trouver d'alternance Mhm. en tant que développeur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à postuler, Mhm. se diriger et ouvrir un petit peu justement Mhm. son pool de recherche. Mhm. Quel conseil vous donneriez à un junior, première, seconde année dans l'informatique, Alors, et qui a donc peu de consistance à donner à un employeur, ouais. notamment en termes de compétences techniques, parce que bien évidemment, il les apprend Mhm. en ce moment, quoi. Alors, il y a 2 choses pour trouver un stage ou décrocher une alternance. Il y a d'abord provoquer la rencontre avec le recruteur. Ouais, Donc, comment provoquer la rencontre avec le recruteur? Et après, comment le convaincre? Est-ce qu'on peut parler de ces 2 choses bien sûr. Ouais, ok. Donc, la première chose, c'est comment provoquer la rencontre avec le recruteur. Donc là, en tant qu'étudiant, il ne faut rater aucun salon. Les salons, les forums, quand les entreprises viennent, quand les entreprises organisent des sessions de recrutement, quand ils organisent des soirées recrutement, des speed dating, etc. Il y a plein d'événements, plein d'événements. Donc ça, il y a plein d'occasions pour rencontrer des recruteurs, de mon point de vue. Surtout qu'il y a des recruteurs aussi qui recherchent à recruter, qui recherchent. Enfin, il y a des événements nationaux, des événements. Nous, on était présents au DevFest à Nantes. Il y avait énormément d'alternants et énormément d'entreprises. Et là, on les voit, les alternants qui viennent. Et dit justement Ouais. peut-être un peu plus différemment, c'est-à-dire que on dit effectivement aux étudiants, allez sur les salons, allez Ouais. vous présenter, Ouais. mais vous êtes sur un salon, Ouais. je suis un étudiant, j'arrive Ouais. devant vous, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, je m'attends à ce que tu démontres Mhm. alors, une curiosité. Ça veut dire que je m'attends, par exemple, à ce que tu retiennes mon attention en t'étant déjà renseigné sur l'entreprise, Par exemple, voilà, ok. par exemple. Donc là, ça montre, alors c'est pas pour les informations que tu auras, voilà, mais ça démontre que la personne a fait l'effort parce qu'il veut absolument. Voilà. Il faut aussi démontrer de la ténacité. Moi, alors, je vais raconter aussi, quand j'étais manager justement chez AXA, d'équipe de dev,
il y avait quelqu'un qui avait réussi à trouver mon mail professionnel et qui m'avait envoyé sa candidature et qui avait pas mal insisté. J'ai décidé de le rencontrer parce qu'il avait beaucoup insisté. Ok. Alors, je ne dis pas que tous les Il recruteurs… faut trouver votre mail parce que là, sinon, vous allez avoir. Ouais. Alors, non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être tenace. Pour trouver un job, il ne faut pas baisser les bras. Ouais. Je me rappelle, moi, que dans mon temps, les profs nous disaient, si vous voulez trouver un job, c'est 20 candidatures par jour. Est-ce que vous faites 20 candidatures par jour? Voilà. Donc, ça nécessite de la ténacité, de rien lâcher. Et puis, au fur et à mesure, combien même on a réussi à provoquer et l'entretien ne s'est pas bien passé ou on n'a pas été retenu, c'est pas grave, c'est un apprentissage. Qu'est-ce que je retiens de cet entretien? J'ai pas été bon sur ça, j'ai pas été sain. Voilà. Et je demande du feedback. Il faut appeler le recruteur quand il vous refuse ou envoyer un mail en disant merci de m'avoir donné l'opportunité de passer cet entretien. Est-ce que vous pouvez me faire un feedback constructif pour que je m'améliore pour le reste? Ça, il faut le faire. Donc, démontrer sa capacité d'apprendre, sa curiosité, le fait de s'intéresser, ne rien lâcher, ça c'est ténacité. On recherche en fait des personnes qui ont cette capacité à rien lâcher et aller au bout. Je reviens sur la carrière professionnelle. Donc, on voit que c'est une réussite vis-à-vis de votre parcours chez AXA, avec une prise de responsabilité, des équipes qui s'agrandissent, des environnements donc forcément qui s'agrandissent et qui évoluent. Qu'est-ce qui fait que vous partez chez la concurrence? Alors, donc chez AXA, donc j'ai ce premier poste de manager, donc à 14 personnes. Et puis, la même histoire s'est un peu reproduite dans le sens où, voilà, mon manager, donc le responsable du département, fait une mobilité aussi, et on me propose le poste de responsable de département. Là, je passe d'un poste de manager de 14 personnes à un poste de manager de 6 managers qui managent à peu près 200 personnes en tout. Alors, cette partie est intéressante, peut-être intéressante aussi, parce que là, je n'ai pas postulé. D'accord. J'étais même loin d'imaginer que je pouvais prétendre à ce… J'avais 2 ans d'expérience en tant que manager. Et là, j'ai une discussion très intéressante et déterminante avec mon directeur, donc mon futur manager après, le directeur de la direction technologie, qui m'explique qu'en fait, pendant mes 2 ans de management, je n'avais pas fait que du manager une équipe, mais j'avais aussi porté des sujets un peu transverses de transformation, dont certains étaient à mon initiative. Ça, c'est un point important, c'est que la capacité à identifier des choses à améliorer, à proposer des améliorations du système, de l'organisation, de la technologie en elle-même, du code, enfin peu importe. Mais cette capacité à voir des choses qui peuvent être améliorées et vouloir les améliorer, et surtout pousser le sujet, embarquer d'autres personnes et aller au bout, c'est quelque chose qui est très recherché, très très recherché, et permet de se démarquer, beaucoup de se démarquer dans l'entreprise. On met moins les mains dans le code quand on arrive à ce niveau-là de responsabilité? On met moins, bien sûr qu'on met moins. Ça n'enlève pas au fait qu'on baigne toujours dans un environnement technologique, c'est-à-dire qu'on a toujours des discussions autour techniques. Moi, quand je suis passée manager, je comprenais les problématiques de mes équipes. Au fur et à mesure, effectivement, on perd en maîtrise, en expertise technique, mais il faut absolument, dans ces métiers-là, quand on encadre des populations techniques, faire beaucoup de veille et rester à jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester expert et mettre la main dans le code, quoique ça peut être possible, il y a certains managers qui le font, il n'y a pas de mal à le faire. Mais il faut rester à jour sur les technologies et comprendre, descendre en fait. Toujours l'aspect ingénieur, on ouvre la boîte, on essaie de comprendre, on pose les questions à ses équipes, on comprend avec eux les choses et on essaie de comprendre toujours. Qu'est-ce qui vous anime, vous, aujourd'hui, au quotidien, quand vous vous levez le matin, vous allez chez Generali? Qu'est-ce qui vous anime? Alors, il y a 2 choses qui m'animent, la tech et l'humain. La tech, c'est parce qu'aujourd'hui, je baigne dans un environnement technologique, donc toutes les nouveautés, les innovations, c'est passionnant. Et surtout aussi mes discussions avec les experts, moi ça me passionne beaucoup de discuter avec les experts dans mes équipes.
Et la deuxième chose, c'est les aspects autour de l'humain dans mon rôle de manager. Faire progresser les collaborateurs, développer les collaborateurs, ouvrir des opportunités, défendre, leur permettre de se développer et puis atteindre leurs objectifs comme on a fait pour moi. Parce que c'est ce qu'on a fait pour moi. Moi, j'ai très bien été accompagnée par de très bons managers et de très bons managers coachs qui ont fait que je suis arrivée là. Et ça me passionne dans mon rôle de leader et de manager de population technique. Aujourd'hui, avec votre regard de Head of, de Software Engineering, quel regard vous portez donc sur la tech? La technologie, donc, on le sait, évolue énormément. J'aimerais bien avoir votre regard sur le passé, présent, futur, de la technologie jusqu'à aujourd'hui, de la technologie actuellement, de comment vous l'utilisez pour en faire naître des opportunités, et derrière, comment vous la voyez encore évoluer pour le futur, quoi, qu'est-ce que ça va provoquer. Est-ce que ça va provoquer notamment aussi des changements vis-à-vis des métiers, etc. Donc, c'est un peu pour donner aux étudiants actuels et en devenir aussi un peu la carto d'une head of comme vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier autour de l'ingénierie et de la logiciel et de la tech, il arrive à 100 ans. Il y a eu 100 ans qui sont passés avec plusieurs stations, en fait, jusqu'au moment où le métier s'est professionnalisé. On a vu l'arrivée de l'agile et les méthodologies structurées de travail. Et jusqu'à aujourd'hui, on est aussi dans une étape très importante dans ce métier-là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle vient bousculer finalement tous les métiers et vient prendre une part importante aujourd'hui dans les différentes, chez toutes les entreprises, qu'elles soient tech ou pas tech. De toute façon, aujourd'hui, on ne vend plus rien avec un stylo, un papier. Donc tout passe par le digital, absolument tout. Donc toutes les entreprises sont devenues des entreprises tech. Donc la tech est devenue très très importante pour toutes les entreprises, et particulièrement aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et toutes les opportunités qu'elle ouvre. Donc aujourd'hui, on est à un point où il faut pas faire Kodak. Ouais. Il faut y aller. Mais est-ce que c'est pour autant que, oui, l'IA c'est une chose, mais quel regard vous portez par exemple sur le legacy d'une société d'un point de vue tech? Est-ce que c'est pour autant que ZOS ou mainframe vont disparaître par exemple? Oui. Est-ce que pour autant vont disparaître? C'est possible. C'est possible parce que les technologies, de nouvelles technologies arrivent, de nouvelles technologies, les besoins, on va dire clients et utilisateurs, sont de plus en plus exigeants. Donc on a besoin de rapidité, on a besoin de performance, on a besoin. Enfin, moi, au téléphone, je ne vais pas attendre 30 secondes, etc. Donc les utilisateurs sont plus. Donc, il faut aussi se démarquer vis-à-vis des concurrents en proposant des services, parce que maintenant, on ne vend plus de produits. Par exemple, pour un assureur, ils vendent des produits d'assurance, mais voilà, donc ils ne vendent pas que le produit, ils vendent le produit avec tout le service automatisé et tous les parcours digitaux pour souscrire, pour faire après déclarer un sinistre, etc. Donc on vend des services. Et là, effectivement, il faut pouvoir s'appuyer sur des technologies qui permettent d'atteindre le niveau de performance, de sécurité, bien entendu, il y a toujours des enjeux de sécurité, de qualité. Et ça se fait souvent avec l'évolution technologique. Donc, effectivement, il faut suivre l'évolution technologique, remplacer des anciennes technologies par des nouvelles pour pouvoir continuer à proposer à nos clients des services qui nous permettent de nous démarquer, d'être plus performants. Et quel regard, je suis peut-être un peu plus ciblé sur ma question, quel regard vous portez justement sur ces technologies qui sont en train, non pas de mourir en termes de présence tech dans les sociétés, parce qu'elles le sont toujours, mais qui quelque part sont en train de mourir du fait que aujourd'hui c'est la vieille génération qui sait l'utiliser et que par définition,
comme ces technologies-là n'évoluent pas, la jeune génération ne veut pas en entendre parler. Est-ce qu'il n'y a pas donc quelque part ici un trou dans la raquette en termes de recrutement? Est-ce que les organismes de formation, vous, côté entreprise, on a un rôle à jouer vis-à-vis de la formation de nos étudiants par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un message à faire passer sur les vieilles technos aussi? Parce qu'on parle beaucoup de l'IA, mais les vieilles technos, on n'en parle pas assez. Alors, d'accord. Les vieilles technos, bon, il y a certaines personnes qui vous diront que Java, aujourd'hui, quand je discute avec des alternants, des stagiaires, ils sont tous sur du Python, enfin, voilà. Et ils considèrent déjà aujourd'hui que Java, pourtant Java aujourd'hui c'est très très utilisé. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une bonne, pour les écoles, et en partenariat avec les entreprises, d'avoir une bonne, comment dire, une bonne maîtrise une représentation du marché en termes de technologie. Il n'y a pas de vieille ou de nouvelle. Ok, une nouvelle technologie, mais c'est là utilisée à 5% du marché, il ne faut peut-être pas s'orienter dans ça parce que ce n'est pas la majorité des postes que vous allez trouver en arrivant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quoi l'état des lieux du marché au niveau technologie? Et là, on oriente les parcours académiques pour pouvoir avoir quelque chose qui correspond au marché. Pas quelque chose qui serait juste orienté sur des nouvelles technologies, mais pour lesquelles... je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai fait mon stage sur de l'Android, à l'époque, l'Android, il y avait très peu de postes sur l'Android. Et c'est pour ça que je ne suis pas arrivée à trouver un poste. Et au début, je cherchais sur du mobile. Je ne suis pas arrivée à trouver un poste sur du mobile. Donc, quand même, l'Android sur l'Android natif, on va dire, c'était du Java. Donc, j'ai réussi à bifurquer sur du Java. Mais c'est un bon exemple pour dire que, ok, l'Android, c'était nouveau. À l'époque, c'était nouveau. Mais à chaque fois, on me disait, qu'est-ce que vous voulez faire? Je disais, dans Android, on me dit, on n'a pas. On n'a pas de poste, ou alors on n'a pas assez de postes, etc. Donc, pourtant, c'était quelque chose d'innovant et passionnant, et une nouvelle techno, etc. Donc voilà, mon message, c'est qu'il faut travailler entre les écoles et des cabinets qui peuvent donner une idée sur l'état du marché au niveau des technologies, des entreprises, pour pouvoir adapter les parcours académiques à ce qu'ils soient au plus proche de la réalité. Sur le futur de la tech, votre métier, comment vous le voyez évoluer? Alors, mon métier de manager... de plus de développeur, de développeur, le métier que j'encadre, ok. De développeur au développeur augmenté. Donc, un développeur outillé, avec un outil qui lui apporte, plus de confort, plus de rapidité sur les tâches un peu récurrentes qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée, une valeur, voilà, une complexité très forte. Mais aujourd'hui, je considère, chez Generali, on est en plein déploiement de GitHub Copilot pour tous les développeurs, donc, qui utilisent à travers un plugin intégré dans leur environnement de travail, qui utilise l'IA dans le code. Donc, en posant des questions, est-ce que tu peux me faire telle fonction, etc. Donc, on l'a déployé aujourd'hui à 100 développeurs. Aujourd'hui, notre constat, c'est que ce n'est pas prêt aujourd'hui de remplacer le développeur. C'est le développeur qui est maître et qui va guider l'outil jusqu'à pouvoir décliner des problématiques complexes avec des propositions de code. Et il faut être très très prudent aussi. Des fois, même quand ça n'a pas de réponse, ça répond quand même. Donc ça répond à côté. Ça répond des choses qui ne sont pas bonnes. Pour optimiser sa trajectoire de carrière, un développeur, il doit suivre une voie, vous pensez, généraliste ou très rapidement se spécialiser? Se spécialiser, ça veut dire en termes de technologie, en choix de technologie? Oui. Plutôt se spécialiser. En fait, ça dépend de ce que la personne recherche. Si la personne recherche plutôt d'avoir un vernis et puis veut évoluer pas dans la filière expertise, il veut évoluer plutôt vers des postes de chef plutôt de PO, aujourd'hui avec l'agile, plutôt de business analyst, plutôt fonctionnel.
il peut rester sur quelque chose de généraliste, touche à tout. S'il veut monter en expertise, on ne peut pas être expert sur tout, sur le front, sur le back, etc. Il faut plutôt se spécialiser. Ok. Pour conclure, justement, moi, je vais faire un petit récap par moi-même parce que c'est ce que m'évoque notre échange. Moi, je rencontre quand même une femme qui en est arrivée là parce que elle a décidé de réaliser des choses plus grandes qu'elle. Et non pas effectivement par opportunisme ou par objectif de carrière, qui sont, je pense, des questions que tout étudiant se pose très vite pour savoir quelle trajectoire suivre pour pouvoir réussir. Et vous, on a l'impression que vous ne faites pas exprès, que c'est la qualité qui parle avant tout. Donc je pense que c'est véritablement, indirectement, ce message que vous faites passer. Quel serait votre dernier mot justement pour tous ces étudiants-là qui n'ont pas envie de se tromper par rapport à leurs études et leurs expériences professionnelles associées notamment dans le monde de l'alternance? Alors, soyez curieux, soyez audacieux. Ayez de l'audace. Contactez les différents responsables, cherchez les différents responsables sur LinkedIn. Il faut travailler sur son personal branding très tôt, dès les études. Poster sur LinkedIn, ça permet de créer son réseau. Le réseau, c'est très important. Soyez audacieux. Ok, merci en tout cas, Mariam, de nous avoir reçus. On se quitte pour ce numéro-là. On se retrouve très vite pour un 4e déjà numéro d'Éruption très bientôt. On parlera notamment du monde de la finance et de la bourse avec un DSI d'une très belle société. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.